Au XIXe siècle, un philosophe, Herbert Spencer, s'est lancé dans une quête un peu folle. Essayer de trouver la règle, l'unique règle infaillible sur laquelle fonder toute notre connaissance. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans cette tentative fascinante de bâtir la certitude sur un roc qu'il pensait inébranlable. Tout part de cette question, une question fondamentale qui a hanté des générations de philosophes. C'est vraiment le point de départ de notre histoire, le problème que Spencer voulait résoudre une bonne fois pour toutes. Il faut se remettre dans le contexte. Pour Spencer, la philosophie de son époque, c'était un chaos total, un véritable champ de bataille où s'affrontaient des idées contradictoires, invérifiables et qui menaient à des conclusions, disons, assez étranges. On avait des systèmes de pensée super brillants, comme l'idéalisme ou le scepticisme, qui arrivaient à la conclusion logique que le monde extérieur, il n'existait peut-être pas. Pour Spencer, c'était un signal d'alarme. Si la logique nous mène à des absurdités pareilles, c'est que la logique elle-même a une faille quelque part. Et c'est là que sa quête commence vraiment. Spencer ne cherche pas à créer une nouvelle théorie de plus, non. Il cherche le point de départ, le socle de toute pensée. Quelque chose d'unique, d'absolument solide, sur lequel on pourrait tout reconstruire. Ce qu'il cherche, il lui donne un nom, un datum. Pour se faire une idée, c'est un peu comme les axiomes en géométrie. Sans eux, impossible de commencer à prouver quoi que ce soit. Eh bien, Spencer, lui, il cherchait l'axiome de toute la connaissance humaine. Rien que ça. Son raisonnement est d'une simplicité redoutable. Il passe en revue les candidats habituels, la conscience, l'existence de soi-même, les idées, mais il se rend compte qu'avant même de pouvoir affirmer n'importe laquelle de ces choses, il y a une étape qu'on oublie tout le temps. On ne fait pas que avoir une conscience, on croit avoir une conscience. Le véritable point de départ de tout, le socle ultime, c'est donc l'existence de la croyance elle-même. Et cette phrase de Spencer, elle résume tout. C'est l'argument massu. Si on essaie de nier l'existence même de la croyance, on le fait en utilisant une croyance. C'est une contradiction totale, une sorte d'autodestruction logique. Ça y est, il le tient, son datum. Bon, maintenant qu'il a trouvé son socle, la croyance, il lui faut un outil, un test fiable pour faire le tri entre les croyances dignes de confiance et les autres. Et c'est là qu'il formule sa grande découverte, le postulat universel. La règle est simple, mais elle est redoutablement efficace. Pour savoir si une croyance est absolument certaine, il suffit d'essayer de penser son contraire. Si c'est tout simplement impossible à concevoir, alors bingo, la croyance est validée. Allez, on fait l'expérience ensemble. On peut bien sûr s'imaginer ne plus exister demain ou n'avoir jamais existé. Mais là, à l'instant précis où l'on est en train de penser, est-ce qu'il est possible de concevoir activement sa propre non-existence? Cette impossibilité mentale, voilà, c'est exactement ça, le postulat en pleine action. Le point crucial à comprendre, c'est que ce test révèle les croyances qui sont en fait inévitables, celles qu'on est en quelque sorte forcé de tenir pour vraies. Pour Spencer, c'est le plus haut degré de certitude qu'un être humain puisse jamais atteindre. Maintenant qu'il est armé de ce postulat universel, Spencer va s'attaquer au plus grand débat philosophique de son époque. C'est l'heure de la grande confrontation. Alors, dans l'arène, on a deux adversaires. D'un côté, le réalisme. C'est notre intuition tous les jours. Cette table, ce livre, tout ça, c'est bien réel. Et de l'autre, le scepticisme, qui nous dit « Attention, on ne connaît que nos sensations, nos impressions. Le monde extérieur, ça pourrait n'être qu'un grand rêve. » Alors, qui a raison? Spencer sort son test pour trancher. Et c'est là que l'argument de Spencer devient vraiment fascinant par sa simplicité. Selon lui, quand on perçoit un objet, la croyance « ce livre existe » est un acte mental direct. C'est une seule et unique étape logique, un seul appel à son postulat. C'est simple, c'est direct. Maintenant, regardons le scepticisme. C'est une autre paire de manches. Pour pouvoir dire « je ne connais que mes impressions », il faut déjà supposer qu'il existe une impression, une chose qui impressionne, un soi qui est impressionné. Et même le concept d'idée, c'est tout un château de cartes de suppositions. Et voilà le coup de grâce. Pour Spencer, chaque nouvelle supposition est une nouvelle chance de se tromper. La certitude logique, elle, diminue à chaque étape. La conclusion est donc simple, la théorie la plus simple est toujours la plus fiable. L'implication de tout ça est énorme. Avec ce verdict, Spencer pense avoir trouvé bien plus qu'un simple argument. Il pense avoir trouvé le moyen d'unifier la logique la plus pure avec nos intuitions les plus profondes, celles de tous les jours. Pour résumer son verdict, le bon sens qui nous fait croire que le monde extérieur est réel n'a rien d'irrationnel. Au contraire, c'est la position la plus solide logiquement. Nos intuitions nous paraissent fortes parce qu'elles sont directes. À l'inverse, les grandes théories métaphysiques semblent toujours un peu fragiles parce que leurs chaînes de raisonnement sont longues et complexes. D'un coup, ils réconcilient la philosophie et notre expérience quotidienne.
Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Le test de Spencer, est-ce vraiment une fenêtre ouverte sur la vérité absolue? Ou est-ce que ce qu'on trouve inconcevable aujourd'hui pourrait, en fait, devenir concevable demain avec plus de connaissances? Après tout, l'histoire des sciences est pleine d'exemples. La quête de certitude est peut-être, finalement, une quête sans fin.